à tous, merci de nous retrouver à Matin Bonheur, plus que quelques jours avant de refermer cette saison de votre matinale et c'est toujours avec le même plaisir que toute l'équipe est mobilisée pour vous servir tout au long de ce numéro. Bienvenue à la seule et unique matinale télé de Côte d'Ivoire. Il est encore là aujourd'hui, c'est M. Nguessan Kouakou, président de l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Et avec lui, aujourd'hui, on s'intéresse à un sachet. Bon, c'est le sujet, les sachets. Oui, un sujet relatif aux sachets plastiques et à l'interdiction de la consommation et de l'utilisation de ces sachets. Bonjour, M. Nguessan. Aujourd'hui, on s'intéresse donc à l'interdiction des sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Bon, une disposition qui a été prise par l'État ivoirien depuis plusieurs années. Et bon, jusqu'à présent, on continue de voir les sachets un peu partout sur toute l'étendue du territoire national. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour à Alidou. Les sachets plastiques ont été vraiment interdits depuis le 22 mai 2013. Bon, par le décret... ça fait un peu longtemps quand même. Un peu longtemps. 9 ans. Hein. 9 ans. Oui. Et aujourd'hui, on a l'impression que ce décret n'existe pas. Parce que les sachets plastiques, nous les voyons partout. Nous voyons nos parents aller dans les supermarchés, dans les marchés. On les trouve partout, hein? On les trouve partout. Partout, dans les rues, nous voyons les sachets plastiques traîner. Et nous voyons toujours les usines en train de fabriquer. Bon, parce que s'il y a sachets plastiques, c'est parce qu'on en produit. On voit des importateurs importer. Oui. Et nous prenons les sachets plastiques toujours pour aller faire les marchés. Et ça, c'est pas bien pour les décisions que nous prenons. Il faut que les décisions qui sont prises soient respectées et suivies. Parce que le président de la République, quand vous lui donnez un document qui est bon, il le signe tout de suite parce qu'il est... Pour le social et tout ce qui touche au social, le président, il a un penchant pour ça. Bon, donc, dites-moi, ça fait 9 ans, on l'a dit depuis 2013 que ce décret a été signé. Mais de votre avis, pourquoi ce n'est pas suivi d'effet? Aujourd'hui, je pense, et c'est ce que j'ai pu entendre quand je suis arrivé au ministère de l'Environnement, c'est les changements de ministres. Mais l'administration, c'est une continuité. L'administration, c'est une continuité. Oui. Bon, je dis que l'administration, c'est une continuité. Mais quand chacun vient, il a ses priorités. Aujourd'hui, nous, notre priorité en tant que consommateurs, c'est de ne plus voir les sachets plastiques. Bon, justement, les priorités des consommateurs n'ont pas changé. Donc, même si chaque ministre a ses priorités, les consommateurs, à leur niveau, devaient mener cette bataille-là depuis aussi. Aujourd'hui, il appartient au ministre de l'Environnement de reprendre ce décret et de l'appliquer comme il se doit pour le bonheur des consommateurs. Ce n'est pas une affaire de ministre, c'est une affaire des consommateurs. Mais en le même temps, décret a été pris. Monsieur Nguessan, ce sont les mêmes consommateurs aussi qui utilisent des sachets. Mais en même temps, le paradoxe là, il est là. Ce sont les mêmes consommateurs dont vous parlez, que vous défendez, mais qui utilisent des sachets plastiques. Il aurait pu avoir un sursaut pour dire non, bon, nous, on n'utilise plus les sachets plastiques pour forcer la main au gouvernement. Effectivement, vous savez, quand on a une habitude, il est difficile de s'en débarrasser. Et aujourd'hui, il faut une main forte. Et la main forte doit venir du gouvernement, en l'occurrence du ministre de l'Environnement. Puisqu'en parlant d'environnement, ces sachets-là impactent gravement l'environnement. Oui, effectivement, ça impacte. Puisque en prenant la décision, c'était pour aider la population. C'est une affaire de santé publique. Donc, la population devait être là au parfum. Chaque jour que Dieu fait, on doit mettre le bâton pour ne pas que cela soit fait. Donc, on nous a dit la production, la commercialisation, l'importation et l'utilisation. Donc, si vous permettez à quelqu'un de produire
l'autre va utiliser. Oui. Et l'autre aussi va vendre. Donc, il faut couper à la racine. Et c'est ce qui devait être fait. Ça n'a pas été fait. C'est pour cela qu'on rappelle qu'il y a un décret qui existe depuis 2013. Oui. Il faut l'appliquer. Et c'est le décret numéro 2013-327 du 22 mai 2013. Mais qu'est-ce qu'on entend par sachet plastique, très exactement? Sachet plastique. Très exactement, parce que la définition qu'on a ici sur le décret en question, 2013-327 du 22 mai 2013, il dit, et je le cite, avant que vous ne parliez de sachet, au sens du présent décret, on entend par sachet plastique les sachets plastiques ordinaires biodégradables ou non, composé de plusieurs molécules chimiques dangereuses, dont voilà, le polyéthylène dérivé du pétrole et puis plusieurs autres produits encore qui sont nocifs à la santé. Voilà, donc maintenant on va voir les sachets que vous nous avez envoyés sur le plateau ici avec la complicité de la réalisation. Donc un sachet bleu et un autre noir, des sachets très connus des populations ivoiriennes. Les sachets plastiques, couramment utilisés. Oui. Et celui-là, les sachets plastiques. Oui. C'est ce que nous appelons sachets plastiques. OK, en termes de sachets plastiques, on a aussi celui... Et ensuite, il y a ça, les sachets plastiques. Oui, qui est utilisé pour contenir de l'eau. Pour consommer. Et ça, tout ça... On a d'autres sachets aussi, ceux que les bonnes dames utilisent généralement pour mettre la bouillie là-dedans à tous les carrefours. Et effectivement, c'est celui-là blanc. Oui, c'est le même. Oui, c'est le même. OK. Et qu'on utilise. Et tout ça, c'est interdit. Oui. Et pourtant, on les voit sur le marché. Et ça, il faut que les consommateurs eux-mêmes se lèvent maintenant. Oui. Qu'on leur dise que c'est interdit et eux-mêmes doivent faire la police à leur sein. Mais bon, donc vous diront, si on fabrique, nous, on va continuer à payer parce qu'on n'a pas d'autre alternative. Est-ce qu'on propose, à l'état actuel, des contenants à bon prix, comme les sachets plastiques, pour permettre à la population de dire, bon, OK, nous, on va se détourner des sachets plastiques et puis utiliser ces autres contenants-là. Est-ce qu'à l'état actuel, au moment où on est en train de parler, là, il y a d'autres contenants qui sont proposés comme alternative? Quand le décret avait été pris, il était question qu'on nous envoie des sachets biodégradables. Et c'est ce qu'on attendait. À notre grande surprise, les mêmes sachets ont ressurgi. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Nous ne savons pas. Et c'est pour ça que nous demandons au ministre de l'Environnement de reprendre ce décret 2013-327 du 22 mars et qu'on l'applique surtout. Voilà. Nous voulons l'application. Je suis sûr que votre message est passé, M. Nguessan Kouakou, parce que le ministre de l'Environnement, l'un des téléspectateurs fidèles de cette émission, nous l'avons reçu ici même d'ailleurs dans un numéro de Matin Bonheur. Je suis sûr qu'il a entendu votre message. M. Nguessan Kouakou, merci d'être venu tout au long de cette saison partager tous ces sujets avec les téléspectateurs. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette saison 6 de Matin Bonheur à laquelle vous avez participé? Je retiens que vraiment j'ai eu affaire à des travailleurs assidus. Vraiment, je ne peux que féliciter toute l'équipe technique qui nous a assisté tout ce temps-là. Oui. Parce qu'ils travaillent dans l'ombre, on ne les voit pas, mais ils font un travail remarquable. Merci au directeur général de la RTI et merci à Angelika Oura. Vraiment, je prie Dieu à ce que tous vous ayez la santé et que vraiment on puisse se retrouver encore vraiment en très bonne santé, en très bonne forme. Oui, Dieu voulant la saison prochaine, vous voulez dire. Et vraiment, bonnes vacances à tous. Merci, M. Nguessan Kouakou. Dieu vous bénisse. Merci et bonnes vacances également à vous aussi, M. Nguessan Kouakou, président de l'Union générale des consommateurs. Aujourd'hui, avec lui, on parlait de l'interdiction des sachets plastiques. Vous pouvez continuer les échanges sur le sujet dans vos lieux de vie respectifs. Voilà, nous, on continue avec cette émission. On n'a pas encore fini. C'est vendredi qu'on va refermer cette saison. On passe par une transition et on revient pour échanger avec M. Vanessa Leroux. Tout de vert, hein, vêtu vraiment très beau. Merci beaucoup. Bon, ça change un peu de tenue de rigueur, M. Vanessa Leroux. Ici, en studio, quand on parle, on dit, elle va vous mettre en prison. Elle est avocate, attention. Mais ici, elle n'est pas là pour nous mettre en prison, surtout pour partager avec nous des sujets qui permettent aux populations de comprendre certaines choses importantes pour leurs usages quotidiens. Donc, M. Vanessa, aujourd'hui, on parle de vidéosurveillance en entreprise.
Tout à fait. Déjà, quelle est la législation qui encadre la surveillance en entreprise et comment ça devrait se passer? Alors, en Côte d'Ivoire, la législation qui encadre la question de la surveillance, de la vidéosurveillance en entreprise, Oui. c'est la loi sur la protection des données à caractère personnel Ok. de 2013. Donc, c'est une loi qui vient réglementer le fait de pouvoir capter l'image, capter des informations qui vont permettre d'identifier Oui. un individu. Identifier un individu. Le plus souvent, les entreprises le font hein, par mesure de sécurité Absolument. pour pouvoir contrôler les entrées et sorties et surtout prévenir certains problèmes. Absolument, d'agression, Oui. ou pouvoir identifier postérieurement les auteurs d'éventuelles infractions. Donc c'est aujourd'hui quasiment la norme, on va dire, dans les Oui, entreprises. partout, on en voit partout. Mais Hein. ça va avoir, le fait de prendre des images, de tourner ces vidéos-là, cela va avoir des incidences Oui. sur le travail des employés qui sont dans ces entreprises-là ou des personnes qui sont amenées Oui, à fréquenter ces entreprises-là. Donc, il y a des normes en matière de traitement des données à caractère personnel. Donc, je disais tantôt que les données à caractère personnel, ce sont les données qui vont permettre d'identifier spécifiquement un individu. Ça peut être son image, donc le visage. Ça peut être la voix. Ça peut être le nom. Ah oui, même la voix. Tout à fait, puisque si on a la capacité de prendre le son, vous avez la possibilité d'identifier et que des personnes puissent reconnaître en disant, par exemple, c'est la... Parce que là, on sait que c'est Maître Vanessa Ballereau qui est en train de parler. Qui s'exprime, exactement. Ça peut être le nom, la date de naissance, le sexe de la personne. Donc, toutes ces informations-là, lorsqu'elles sont captées, doivent faire l'objet, sont réglementées et doivent faire l'objet, le cas échéant, d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation à l'autorité qui est en charge de la protection des données à caractère personnel, qui est l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire, en abrégé ARTCI. ARTCI. Donc, si je vous entends bien, toutes les entreprises qui installent des caméras de vidéosurveillance en leur sein doivent préalablement avoir une autorisation de l'ARTCI. Dans la mesure où les images qui sont captées vont faire l'objet d'un traitement, donc d'une manipulation, d'un stockage, donc d'une collecte, c'est-à-dire on va filmer, d'un stockage, on va mettre ça sur un disque dur ou sur des bandes. En tout cas, on va conserver ça sur un support. Des supports de conservation. Absolument. Et on va pouvoir avoir accès à ces données-là ultérieurement. On doit faire une déclaration préalable auprès de la... Juste une déclaration. Une déclaration. OK. Cette déclaration, potentiellement, la loi nous dit que potentiellement on peut la faire en ligne même et avoir son récépissé en ligne. Donc, ça donne lieu à la délivrance d'un récépissé et cela suppose que l'entreprise s'engage à respecter toutes les normes qui sont prévues dans la loi sur la protection des données à caractère personnel, donc en matière d'utilisation de ces données-là, de ces images, puisqu'on parle de vidéosurveillance, mais aussi de traitement, de conservation et de ne pas permettre à n'importe qui de pouvoir accéder. Donc, techniquement, on peut imaginer que, par exemple, dans une entreprise qui dispose de caméras, il y a un vol qui s'est produit et le responsable. Justement, c'est de ça que j'allais parler parce que souvent, il y a des cas de vol entre collègues même qui sont signalés au sein des Absolument. entreprises. Donc ça va permettre d'identifier les auteurs des infractions, mais on ne peut pas, ce n'est pas acceptable, par exemple, que le propriétaire se mette en tête de diffuser sur Internet ou on peut imaginer même à la télévision ces images-là de personnes qui seraient accusées de... Non, il y a des canaux, il y a des obligations en matière de traitement des données à caractère personnel qu'il faut respecter. Maintenant, vis-à-vis des salariés, même si on a la possibilité de capter ces images. Donc, en tant que responsable de l'entreprise, on a la possibilité de capter les images. Il y a des règles qu'il faut respecter. Oui, justement, j'allais demander, est-ce qu'on peut filmer, est-ce qu'on peut installer des caméras de vidéosurveillance dans tous les endroits de l'entreprise, même dans les plus intimes? Alors non, ça on ne va pas pouvoir le faire. Et là, on va passer de la protection des données à caractère personnel au droit du travail. Vous savez qu'en matière de travail, c'est vrai que l'employeur a beaucoup de pouvoir. Mais il a aussi des obligations envers ses salariés. Notamment, il n'a pas la possibilité de porter atteinte à leur vie privée parce que les employés, même s'ils viennent travailler pour vous, ils ont quand même une vie privée. Vous ne pouvez pas, par exemple, fixer la caméra sur le visage des employés. Vous ne pouvez pas, par exemple, fixer la caméra sur l'écran de votre collaborateur. En fait, il ne faut pas que le fait de... Ça ne doit pas être intrusif. Ça ne doit pas être intrusif et ça ne doit pas aboutir à une sorte d'espionnage des salariés dans l'entreprise. Alors, il faut concilier cette quête, cette volonté d'assurer la sécurité avec le respect de l'intimité. Donc, on ne va pas pouvoir, par exemple, passer des caméras dans les toilettes, aussi dans les vestiaires pour les employés qui se changent sur leur lieu de travail. Et ceux qui ont des bureaux individuels.
Ceux qui ont des bureaux individuels, bon, il faut vraiment que ça va être apprécié au cas par cas par l'autorité de régulation, par la RTCI. Donc Vraiment, après la demande d'autorisation, c'est la RTCI maintenant qui va apprécier les modalités, le placement des caméras, mais il ne faut pas que ça aboutisse à porter atteinte non seulement à l'image, mais aussi à l'intimité et à la santé des salariés. Parce que vous savez que le fait d'avoir ces caméras-là, ça peut porter atteinte même à la qualité du travail, et l'employeur a une obligation de préserver la sécurité et la santé de ses employés. Donc, si les personnes se sentent harcelées ou se sentent espionnées en permanence, ça peut créer des troubles qui peuvent porter atteinte à leur santé au travail. Donc, il faut éviter ce type de choses. Alors, oui à la sécurité, mais non à l'atteinte aux droits élémentaires du travail. Bon, comme dirait l'autre sourire, vous êtes filmé. Dites-nous, maître, dans les établissements commerciaux, supermarchés, centres commerciaux et tout ça, il y a des caméras. Tout à fait. Est-ce que, parce qu'on a vu aussi des cas de vol où souvent on voit des affiches qui sont collées à l'entrée de ces supermarchés avec des photos de personnes qui auraient commis des infractions, et puis on dit que ces personnes l'ont volé. Est-ce que ça, c'est autorisé par là? Non, ça, c'est pas autorisé. C'est légion. Comment? C'est légion. Hein. Malheureusement, mais ça c'est un non-respect flagrant de la loi. Les caméras, à quoi est-ce qu'elles vont servir? Par exemple, quand la police va venir, la première chose qu'elle va demander, c'est avoir accès aux caméras. Si on a la possibilité de capter ces images-là et de leur donner des vidéos ou des photos extraites de ces vidéos-là, ça va permettre... Donc c'est seulement à la police qu'on doit remettre ces éléments? Absolument, puisque de toute façon, vous êtes en train de faire un traitement de données à caractère personnel. On pourrait imaginer, parce que c'est arrivé, par exemple, on va dire aux États-Unis, en France, il est arrivé que des personnes qui ont été filmées en train de commettre des infractions parce qu'elles n'ont pas été averties ou parce qu'il n'y avait pas d'affichage dans le lieu où se trouvaient ces caméras et n'ont pas été prévues. Donc il n'y avait pas d'affichage qui disait caméra de vidéosurveillance. Ou alors on fait l'objet de diffusion sur les réseaux sociaux ou en ligne, sur Internet, se sont retournés contre les auteurs de ces diffusions pour leur demander des dommages et intérêts. Et ça a été accordé. Bon, il ne faut pas que ça soit la porte ouverte à certaines dérives chez nous ici. Donc, pour se prémunir de ça, il faut éviter. C'est vrai que c'est jamais agréable de subir un vol, c'est jamais agréable d'être victime, je ne sais pas moi, d'un abus de confiance de la part de ces salariés, mais il ne faut pas verser non plus, je vais aller dire, dans l'excès en abusant de la vidéosurveillance. Il faut toujours trouver cet équilibre-là entre traitement des données à caractère personnel et préservation de la qualité de vie au travail des salariés. En parlant d'excès, maître, on a le cas des entreprises ou des domiciles où on installe des vidéos de surveillance, des caméras de vidéosurveillance à l'extérieur des bâtiments. Donc, ces caméras-là filment tout ce qui se passe devant ces établissements-là. Est-ce que ça, c'est autorisé? Alors, c'est autorisé dans la mesure où on fait une déclaration préalable auprès de la RTCI. Pourquoi? Parce que quand vous filmez l'extérieur, potentiellement, vous pouvez filmer des plaques minéralogiques. Vous allez filmer des plaques de vos voisins ou de tous les véhicules qui vont passer, qui vont venir se garer. Ça peut même être des clients de l'entreprise qui vont se présenter. Alors, ce traitement-là de données à caractère personnel, il faut bien qu'il soit répertorié quelque part, d'autant que, comme je vous ai dit, une donnée personnelle, c'est une donnée qui permet d'identifier strictement un individu. Donc, une plaque d'immatriculation, ça va être l'occasion d'individualiser une personne, de savoir qui est passé, à quelle heure, à quelle date, dans quel espace géographique, puisque vous passez à un endroit où on sait que la caméra se trouve. Donc, c'est un traitement de données à caractère personnel. Il faut faire une déclaration préalable à l'autorité de régulation. Donc ça, c'est permis, mais il faut faire attention à ce qu'on en fait. Potentiellement, un voisin pourrait se retourner contre vous et dire « Moi, je ne suis pas sûr que mon voisin ait l'autorisation, ait prévenu, ait respecté la loi en matière de préservation des données à caractère personnel, puisque la loi vous dit que vous devez faire attention à ce que vous collectez comme information, vous devez les stocker à un endroit particulier, il y a une personne dédiée qui va être le responsable. » Oui, mais dans les domiciles, est-ce qu'il y a forcément des personnes dédiées qui le font? Ça fait partie des cas qui sont exonérés de déclaration, vous comprenez. Dès lors que le traitement a
la loi vous dit que dès lors que le traitement a une visée uniquement domestique, familiale, strictement privée, il n'y a pas de déclaration préalable. Donc pour les caméras qu'on installe dans les domiciles, il n'y a pas de déclaration préalable. En revanche, dans les entreprises, vu qu'on ne reçoit pas, on reçoit des personnes qui ne sont pas forcément de notre famille ou qu'on ne connaît pas forcément, donc l'usage n'est pas familial, il n'est pas privé, il n'est pas domestique. À ce moment-là, il faudra faire une déclaration préalable auprès de la RTC. Maître, on va sortir du cadre des entreprises pour parler toujours de caractère données personnelles. Les prélèvements, on en parlait, vous et moi, en off, qui sont faits sur les individus quand ils vont dans les hôpitaux et tout ça, ce sont des éléments qui sont considérés comme des données à caractère personnel. Absolument. Et donc, pour les établissements qui font ces prélèvements-là, ils doivent eux aussi avoir une autorisation. Ils doivent faire une demande d'autorisation. Parce que ce sont des données qui sont considérées comme sensibles. On va avoir, par exemple... Donc, des prélèvements sanguins pour l'ADN et tout ça. Donc, tous les petits centres de santé où on fait des prélèvements sanguins... C'est catégorisé comme étant une donnée à caractère personnel mais sensible. À ce moment-là, il faudra par exemple les données qui sont prélevées, qui sont destinées à être envoyées à l'étranger. On a des cas par exemple où il y a des prélèvements qui sont faits et les prélèvements sont envoyés à l'étranger et reviennent. Légalement, en tout cas du point de vue de la loi sur les données à caractère personnel, il faut faire une demande d'autorisation, non plus une déclaration préalable simple, mais une demande d'autorisation. Et l'autorité va examiner et voir dans quelles circonstances ces données sensibles-là seront traitées. Et à ce moment-là, délivrer l'autorisation. Une fois que l'autorisation est délivrée, la personne physique ou morale a le droit maintenant de procéder à la collecte et au traitement de ces données à caractère personnel. Donc, maître, même les prélèvements de salive, dès lors que c'est médical, dans un cadre médical. Donc on doit faire très attention à tous les établissements où on va pour nos différents prélèvements. Oui, il faut faire très attention parce que, vous savez, aujourd'hui on est dans un monde hyper connecté où l'information, c'est celle qu'on peut collecter sur l'homme. Et nos données à caractère personnel, justement, d'où l'importance de cette loi-là qui va venir organiser et strictement organiser le traitement, déjà la collecte, c'est-à-dire le fait de prendre ces données à caractère personnel et leur traitement derrière. Donc, encore plus quand il s'agit de données sensibles, par exemple, comme votre ADN, comme votre sang. Le sang, exactement. Donc, la salive, etc. Même les urines aussi. Tout ce qui est d'origine médicale, les données qui sont collectées dans le cadre médical sont des données sensibles. Oui, parce que ça touche à votre intimité, ça peut être la sérologie des personnes. Donc vraiment, toutes ces données-là sont très protégées et c'est d'autant plus normal que ça peut causer d'énormes préjudices si ces données-là viennent à être diffusées. Par exemple, quelqu'un qui serait malade. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, avec tout l'impact que ça peut avoir sur la vie de ces personnes. Absolument. En matière sur le fait, par exemple, d'être ostracisé, d'être mis de côté, parce qu'on aurait eu connaissance d'une donnée... Du statut sérologique de quelqu'un, par exemple. Absolument. Donc, d'où la protection spécifique, plus renforcée, qui est faite de ces données-là. Mais donc, qu'est-ce que les populations devraient faire? Bon, là, on est toujours en dehors du cadre de l'entreprise. On va y revenir tout à l'heure, puisqu'on a fait une digression assez intéressante. Qu'est-ce que les populations devraient faire? Si elles doivent aller dans des établissements sanitaires pour des prélèvements, est-ce qu'elles doivent demander si ces établissements ont des autorisations d'abord? Elles ont la possibilité de poser la question, mais on va partir de la présomption que si vous allez à l'hôpital, a priori, l'hôpital a fait les déclarations nécessaires pour préserver, et s'est engagé spécifiquement à préserver vos données à caractère personnel de nature médicale. Parce que, bon, on va supposer quand même que les établissements de santé sont responsables et qu'il y a une autorité de régulation au-dessus, en l'occurrence le ministère de la Santé, qui prend le soin de vérifier que tout est en conformité avant qu'un établissement ne puisse exercer. Maître Vanessa Baloro, merci d'être venue parler de ce sujet relatif à la vidéosurveillance et à la législation en Côte d'Ivoire qui encadre cette vidéosurveillance. Merci infiniment et également aussi pour toute cette saison où vous êtes venu nous éclairer sur plusieurs sujets. Qu'est-ce que vous retenez de cette saison 6 de Matin Bonheur à laquelle vous avez participé? Bien, écoutez, j'ai été ravie d'être à vos côtés tous les mardis. Ça a été une très très belle expérience. Je voudrais, si vous me le permettez, saluer
vos collègues. Oui, allez-y. Angeval. Oui, Thierry Angeval, à qui on fait un coucou, à Naomi aussi. Voilà, à qui on fait un coucou, Naomi aussi. Et puis, saluer la rédactrice en chef, Madame Eora, et puis toute l'équipe technique qui est absolument adorable et qui me reçoit toujours très bien. Merci, Maître Vanessa Balleroux, et nous, on espère vous retrouver aussi la saison prochaine. Merci infiniment de nous avoir suivis tout au long de ces 6 mois qu'aura duré Matin Bonheur. On est encore là jusqu'au vendredi. Merci, Maître Vanessa Balleroux, et puis bonnes vacances. Hein. Voilà, merci aussi à tous les téléspectateurs de la part de Maître Vanessa Balleroux. Nous, on se retrouve demain matin pour un autre numéro de votre émission de le vouloir. Allez, bonne journée sur RTI 1.